Ok. Donc, ça, c'est le premier panel. Ce premier panel va parler de monnaie, de l'histoire de la monnaie, parce que pour comprendre ce qu'est une crypto-monnaie, il faut quand même savoir, ou bien essayer de saisir ce qu'est une monnaie. Et donc, nous avons des invités prestigieux. Donc, je vais les laisser se présenter. Et je vais commencer par toi, Yam. Merci, Leroux. Et je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah, parfait. Là, je suis au Sénégal. Écoutez, je suis Yam Timba. Je viens du Cameroun. Je vis à Douala, où je travaille. Je suis écrivain et consultant en finance et marketing. Mais je suis tombé dans, comment on va dire ça, dans le courant du Bitcoin il y a quelques années, 4 ans à peu près, et je trouvais ça un peu bizarre parce que malheureusement, tout ce qui se disait autour des crypto-monnaies dans mon pays, c'était qu'on avait perdu de l'argent. On avait acheté ci, on avait perdu des sous, il y a eu des arnaques extraordinaires, le gouvernement a dû intervenir et je trouvais tout ça un peu fumeux. Ce d'autant plus que j'étais préoccupé, et je suis préoccupé depuis 15 ans par la question du franc CFA et par le besoin d'une monnaie pour nos États qui utilisent le franc CFA. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube, Facebook là-dessus. Et puis, la crise du Covid a aidé, parce qu'après, on sortait légèrement moins et on a eu le temps de se remettre en question. Et j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur le Bitcoin parce que ça me paraissait curieux. Mais en fait, c'est parce que je n'avais jamais lu les white papers. Donc, je suis tombé dessus. Et là, je me suis rendu compte que j'avais raté le coche. Et j'ai pris sur moi de promouvoir le Bitcoin. Et quand la République centrafricaine a adopté le Bitcoin, j'ai été invité par le gouvernement à son lancement en mai. Et je ne fais que faire tout ce que je peux pour promouvoir le Bitcoin et surtout d'un point de vue politique et économique. Je suis philosophe de formation, économiste de métier, et donc nécessairement, c'est de ce point de vue-là que je regarde le Bitcoin. Et je demande généralement aux ingénieurs de ne pas perdre leur temps, ni le mien, à trop m'expliquer tout ce qui est technique. Donc, même si je comprends un peu pour avoir travaillé dans les TIC, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, je suis très content, au sortir de Adopting Bitcoin au Salvador le mois dernier, de me retrouver ici pour à nouveau parler de Bitcoin. Je vous remercie. Merci, Yam. Abdoulaye, je te laisse te présenter. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, je suis professeur d'économie à New York University. Et voilà, donc je suis économiste. Avant, j'ai travaillé à l'ONU et aussi également à la Réserve fédérale américaine à Chicago. Voilà, donc j'enseigne, je fais la recherche en économie et aussi sur les crypto-monnaies et Bitcoin principalement. Voilà, donc je suis très ravi d'être là aujourd'hui. Merci encore à Nourou et à tout le monde qui a aidé pour organiser cette conférence dans notre pays pour une première en Afrique de l'Ouest. J'espère que la prochaine fois, on aura une salle avec 1000 personnes. C'est un excellent début. Voilà, donc je vais laisser la parole, comme ça on pourra commencer la discussion. Merci Abdoulaye. Donc comme j'ai dit, on aimerait savoir concrètement, et je vais commencer par toi, qu'est-ce que la monnaie ? Alors, qu'est-ce que la monnaie ? Bon. Oui. Ok. Donc, rétrospective un peu historique, mais plutôt court. Bon, on comprend la monnaie qui joue 3 rôles, principalement. Premier rôle de réserve, de change. Quand on a de l'argent, on peut le garder sous différentes formes. On a travaillé dur pour garder son argent et ne pas le perdre, donc c'est l'or au début, et voilà, donc c'est le premier rôle. Ensuite, moyen d'échange, et après, moyen d'unité de compte pour avoir, comme le kilogramme est une unité, la monnaie peut jouer ce rôle-là. Historiquement, bon, la monnaie, comme vous savez, on faisait le troc, parce que tu as du pain, j'ai du riz, on peut échanger. Ça, on a besoin pour ça qu'il y ait une coïncidence entre ce dont tu as besoin et ce que j'ai.
ce qui ne peut pas arriver à un moment donné. Donc, on introduit des moyens qui sont comme genre des pierres précieuses, un peu qui sont rares, qui peuvent permettre que tu peux me donner le pain, je te donne cette pierre, et une autre personne va accepter cette pierre. Bon, à un moment donné, on se rend compte que souvent, ces pierres précieuses peuvent être falsifiables, et les gouvernements avaient besoin un peu de contrôle de ça. Donc, c'est là que les gouvernements ont commencé à introduire les pièces qui avaient le roi, l'image du roi qui représente la confiance, et voilà. Et aussi avoir un peu un standard pour éviter que les gens du l'or, le bronze, etc. Et bon, à un moment donné, tout était sous réserve d'or. Cependant, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas transporter l'or très facilement. Si tu dois transporter beaucoup, tu dois ramener une grande valise d'or. Donc les banques ont commencé à donner des notes pour représenter que bon, tu as laissé 1 kilogramme d'or chez nous et on le garde pour toi. Bon, comme on connaît, hein, les humains, bon, souvent les désirs ne sont jamais satisfaits. Les banques ont besoin de plus, donc ils ont commencé à donner des notes plus que ce qu'ils avaient en réserve d'or, ce qui est actuellement fractional reserve banking, qu'il y a juste une fraction de ce qu'ils gardent. Et donc, ils ont commencé dans différentes villes, différents États, avec leurs propres notes. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que peut-être que la banque, bon, je devais dire Kaolack, mais c'était plus aux États-Unis, la banque de New York, les notes du dollar ne s'échangeaient pas de la même façon que les notes de Boston. Et là, les gens n'avaient plus confiance et voulaient aller prendre leur or. Bon, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte de ce qu'ils appellent le bank run. Ils se sont rendus compte que bon, les banques n'avaient pas tout l'or parce qu'ils ont commencé à donner ces notes-là sans avoir assez de réserves. Donc c'est comme ça que la Banque centrale a été créée afin de vérifier que les banques ont leurs réserves et que ces banques-là n'émettent plus une monnaie. Chaque banque avait sa propre monnaie, mais qu'il y a une monnaie commune entre les différentes banques. Bon, et que ce soit backed par l'or. Bon, à un moment donné aussi, ils ont voulu, comment dire, emprunter du futur en se disant, bon, ok, on ne va pas garder tout en réserve d'or, on va juste faire des réserves fractionnelles. Et à un moment donné, ils ont dit aussi, bon, on ne va même plus avoir besoin de l'or, on va juste... avant, sur les pièces de dollars, par exemple, c'était que tu pouvais récupérer de l'or en ramenant tes pièces. Maintenant, c'était juste, si tu sors une pièce de dollar, ça te dit que tu peux... This is a legal tender for any US government debt. Donc, c'est basé sur la dette. C'est-à-dire que toute dette peut être payée par ces dollars-là. Donc, c'est là où on est passé au système complètement fiat, sans être backed par le dollar. Donc, ce système fiat-là est géré par les banques centrales qui décident d'émettre la monnaie pour un peu, on va dire, stabiliser. Mais ces stabilisations-là, en fait, créent beaucoup de fragilité dans le système et créent des banques qui savent qu'ils vont être bail-out, comme pendant la crise 2005-2007, par les gouvernements. Donc, face à ça, un groupe ou un individu pseudonyme qu'on ne connaît pas, Satoshi Nakamoto, a créé une sorte de révolution dans les études de distributed systems, comment les ordinateurs communiquent pour créer le Bitcoin qu'on connaît maintenant, qui a pour but de résoudre ce problème-là, le problème d'émission monétaire injustifiée et infinie, et le problème également d'avoir une monnaie globale que tout le monde peut utiliser, auquel on ne doit plus avoir le risque de taux d'échange entre les différents pays, et que tout le monde peut avoir
et ce qui est très important, c'est le propre contrôle de sa monnaie, qui n'est pas juste dans une banque, dans les terres qu'on ne voit pas. Voilà, donc quand il s'agit maintenant de l'Afrique de l'Ouest ou du Sénégal en particulier, nous avons une monnaie qui est une monnaie coloniale, il faut bien le dire, donc franc des colonies d'Afrique, qui a été créée pour compenser les Français qui étaient là, donc qui avaient un taux de change au début qui était le même que le franc français, après qui était meilleur que le franc français, qui était le double, parce qu'ils voulaient compenser un peu plus. Ceux qui n'étaient pas dans la métropole et qui voulaient... ça, c'était pour éviter qu'il n'ait pas un salaire différent du Français qui est en France et qui travaille dans l'administration. On dit, bon, allez, ça va compter double. Après, quand les Français sont partis en 1960, là, subitement, il y a eu une dévaluation du CFA qui est devenu maintenant 50 CFA. À l'époque, était 1 franc français. Et après, en 1994, il y a eu la deuxième dévaluation où 1 franc, 100 francs CFA était 1 franc français. Et quand l'euro est arrivé, le franc français, il fallait 6,55, 9,57 pour 1 euro. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 655,957. Voilà, donc, bon, se pose la question de est-ce que notre taux de change doit être ce niveau-là ou pas, dépendant de la période où on est. Ça peut être le cas, par exemple, peut-être qu'avant l'inflation actuellement qu'on avait, notre monnaie n'était pas assez forte. Maintenant, on voit que, par exemple, les pays comme le Nigeria sont un peu dans la difficulté, donc peut-être que notre monnaie est même trop évaluée. Mais ce qui est très important, c'est que notre monnaie doit refléter la réalité de ce qu'il y a au Sénégal. Mais actuellement, nous avons une monnaie qui reflète un peu la réalité de l'Union européenne. Donc le Bitcoin pourrait permettre d'avoir une monnaie globale qui ne nous expose pas à une autre réalité que la nôtre. Voilà, donc c'est un peu une rétrospective de l'histoire de la monnaie, de façon un peu courte. Très intéressant, très intéressant. Si vous pouvez applaudir, monsieur. Donc nous retenons que les attributs d'une monnaie, c'est qu'il faut qu'il soit un médium d'échange, une unité de compte, une réserve de valeur. Si on se base sur les dires de M. Abdoulaye Ndiaye, et si on voit qu'en fait nos monnaies ont toujours été instables, pour la plupart même nous ne les contrôlons pas, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur nos monnaies africaines? Parce que lui, il a plus pris la perspective du dollar, on va dire entre guillemets. Après, il est passé par l'euro et le CFA. Mais nos monnaies africaines, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Je pense que nous ne pouvons, quand nous parlons du Bitcoin, en tout cas en ce qui me concerne, je crois qu'il faut parler du Bitcoin en tant qu'Africain, dans notre contexte africain, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Et spécifiquement, nous devons parler du Bitcoin relativement, puisque c'est une monnaie, relativement à la question monétaire et donc en relation avec le franc CFA, qui aujourd'hui, il faut l'avouer, plombe nos économies et bloque notre développement. Donc il y a la question de est-ce que le Bitcoin est suffisamment puissant et stable pour servir d'outil d'indépendance politique et économique, et également considérer l'écosystème scientifique et technologique qu'offre le Bitcoin. Est-ce que cela peut servir de catalyseur de développement dans notre environnement? Cette interpellation fondamentale est importante parce que ce qui nous intéresse au fond, c'est de satisfaire les 5 besoins fondamentaux: se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer. C'est ça la vie. Et à partir du moment où nous avons cela en perspective, nous devons comprendre comment on arrive au Bitcoin. Je ne vais pas refaire l'histoire de la monnaie. Je vais simplement expliquer que le Bitcoin n'est pas une génération spontanée. Le Bitcoin, c'est le résultat d'efforts et de luttes pour la préservation de la liberté individuelle et surtout de tout ce qui concerne les informations personnelles des individus, afin de s'assurer que tout cela ne tombe pas sous le contrôle des États qui vont les utiliser et les exploiter parfois de manière indue, et d'ailleurs très souvent de manière indue, ou pour les entreprises
qui vont les exploiter dans le même sens. Même si aujourd'hui, curieusement, avec les réseaux sociaux, nous donnons gratuitement et volontairement nos propres données personnelles à ces entreprises-là. C'est une question qu'il va falloir creuser. Donc, il est clair que la vie privée des individus est une question essentielle. Et cette vie privée-là, malheureusement, le système monétaire classique, fiat, qui s'est, disons, stabilisé au cours du XXe siècle et qui aujourd'hui connaît son âge d'or, malheureusement, les exploite de façon absolument claire. Donc, le Bitcoin, nous le devons à des efforts de mathématiciens. Vous le savez, des gens comme Ralph Merkle, David Schwab, d'informaticiens, Charles Moore, Hal Finlay, d'économistes comme Milton Friedman, d'entrepreneurs comme Sean Channing, Sean Parker, ou d'artistes comme Masamune Shirow, qui est un dessinateur de manga. C'est lui qui, pour la première fois, utilise le terme Bitcoin. C'était en 2000. C'est très important de le savoir. Donc, ce travail scientifique s'est fait sur un certain nombre d'années, mais l'Africain que je suis et qui utilise le franc CFA va aussi tenir compte de l'évolution géopolitique qui se faisait concomitamment à ce travail scientifique et technologique et d'entrepreneuriat. La première chose, c'est qu'il va se passer quelque chose avant 2008-2009, c'est que sur le plan géopolitique, au cours des années 90, on va avoir un consensus sur l'euro, par exemple. Et le consensus sur l'euro, en grande partie, ou en partie au moins, se fera contre le franc CFA. Vous pouvez lire le professeur Nicolas Beau sur le sujet, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Donc ce consensus sur l'euro se fera contre le franc CFA et donc contre l'Afrique, et l'euro arrive en 99. Et à côté de cela, vous allez avoir, ou disons, cela va résulter en une hypercentralisation monétaire et bancaire. Et vous en verrez les conséquences plus loin. Or, ce modèle-là, forcément, met au cœur du dispositif un tiers à qui nous devons faire confiance sur toutes les transactions, et particulièrement sur Internet, qui était à ses débuts. L'autre chose, c'est qu'on va remarquer qu'il y a le coût des guerres américaines du début du XXIe siècle. Il faut savoir que la campagne en Irak au début des années 2000 a coûté l'équivalent de pratiquement tout le PIB de l'Allemagne en 2006 et celui de la France en 2010 par exemple. La bulle Internet de la Nasdaq qui était quand même à 3600 milliards de dollars et qui est passé de 3600 à 900 milliards de dollars, ce qui était énorme. Et vous allez avoir les subprimes, dont on parle beaucoup, mais qui n'étaient qu'à 1200 milliards. 1200 milliards, c'est à peu près le PIB en PPA du Nigeria en 2021. Donc, vous avez ça, et on aura l'intensification des transferts d'argent. C'était 240 milliards en 2007, et aujourd'hui on a 590 milliards, mais ce qui est le milliard de dollars, mais ce qui est le plus intéressant, c'est le fait qu'on avait des frais qui montaient parfois jusqu'à 22%. Aujourd'hui, la moyenne, avec le plaidoyer de la Banque mondiale et l'implication d'un certain nombre d'États du Sud, la moyenne est de 6,4%, ce qui reste quand même extrêmement élevé. Si vous voulez envoyer de l'argent, vous payez 6,4%. Mais c'est en Afrique que c'est le plus cher, c'est 8%. En Asie, on est autour de 4,6%. Et on a vu un pays comme le Salvador, l'Asie, l'Amérique du Sud, c'était autour de 7%. On a vu dans un pays comme le Salvador, ça a baissé jusqu'à 4% à peu près, après l'adoption du Bitcoin l'année dernière, parce que le Salvador a adopté le Bitcoin, entre autres choses, pour régler le problème des transferts des émigrés salvadoriens, qui sont à peu près 3 millions aux États-Unis et qui envoient au Salvador l'équivalent d'à peu près un tiers de son PIB. Et on se rend bien compte que finalement, ce pays-là donnait à toujours ces tiers de confiance l'équivalent à peu près d'un quart de ce que leurs compatriotes faisaient. Donc, les deux questions, ça va être, qui nous intéressent, nous les Africains, ça va être la question du tiers de confiance qu'il faut pouvoir supprimer avec l'avènement du Bitcoin. Entre-temps, ça va éviter la spéculation. J'étais content quand on parlait d'enrichissement tout à l'heure, parce que le tiers de confiance, c'est la collecte, la surveillance, l'exploitation des données personnelles par les gouvernements et les entreprises. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun peuple dans le monde qui est confortable avec ça. Donc l'autre chose, c'est qu'on a quand même le développement des échanges entre pairs, parce que le système qui conduit à la bulle du Nasdaq, qui conduit à la bulle des subprimes, qu'on observe dans les transferts d'argent et qu'on va
lire dans les coûts exorbitants des campagnes guerrières, des campagnes militaires américaines, c'est effectivement que c'était un environnement où les relations directes entre individus étaient des relations qui étaient complètement effacées parce que le système capitaliste a en son cœur de lisser totalement les relations individuelles et de gérer plutôt un système de telle sorte que les individus n'existent que parce qu'ils sont consommateurs, mais sans plus. Donc, il va y avoir ces éléments-là. Je ne m'étendrai pas sur comment fonctionne le Bitcoin, vous savez comment ça comporte, mais il y a quelque chose de fondamental qu'on va noter au milieu, c'est la philosophie, c'est la décentralisation. Et la décentralisation, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un environnement où nous sommes en quête de liberté. Ce continent, et je crois que quand je parle devant des Sénégalais et d'autres Africains, ce continent est un continent qui, depuis 6 siècles, ne fait que ça, ne vit que de combat pour la liberté. Et lorsqu'on ne vit que de combat pour la liberté, on ne peut pas regarder un instrument de liberté passer sans pouvoir essayer de le comprendre et éventuellement le tester. Et de là naît l'opportunité du Bitcoin pour l'Afrique. De manière générale, l'Afrique, l'année dernière, c'est 33 milliards de tonnes de matières premières exportées, à peu près le tiers des exportations mondiales. Si vous affectez $1 à 1 kilo de matières premières, mais nous savons tous que le kilo d'arachide coûte plus qu'un dollar, on aurait eu 33 000 milliards de revenus d'exportation en Afrique. Mais l'Afrique, c'est 6 700 milliards de PIB seulement. Il y a quand même quelque chose dans ces chiffres qui pousse à creuser. Tout cela parce qu'en grande partie, le système fiat ne permet pas nécessairement à l'Afrique d'encaisser tout ce qu'elle devrait encaisser. Mais il y a pire que ça quand on regarde de près les pays du franc CFA. Les pays du franc CFA, malheureusement, doivent laisser 50% de leurs réserves de change, qui correspondent à peu près à 50% de leurs revenus d'exportation, dans le compte d'opération, 15% dans le compte de nivellement. Ça, c'est au Trésor français. Donc, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. On ne gère pas une monnaie dans les comptes du Trésor, mais dans une banque centrale. Et il faut donc laisser là-bas, et il y a des frais, des taxes. Il y a des années où ça peut monter à 85% de rétention. 85%. Donc, les pays africains se retrouvent à n'accéder finalement qu'à 15%. Et ces dépôts sont rémunérés à 0,25%. Et l'excédent est envoyé souvent dans les caisses de l'Agence française de développement qui prête aux pays africains qui doivent payer entre 3,5 et 6,5% de taux d'intérêt. Donc, vous vous placez à 0,25%, vous pouvez emprunter quand même à 6,5%. C'est un problème très sérieux. Et le Bitcoin est une opportunité pour l'Afrique. Parce que le Bitcoin échappe au mécanisme du franc CFA, le compte d'opération, le compte de nivellement, les dépôts, la centralisation des réserves de change. Il y a eu des évolutions en Afrique de l'Ouest, mais je ne vais pas revenir dessus, je reste sur ce qui est historique. Et il se trouve que le Bitcoin peut régler d'abord un problème politique, le problème de la dépendance monétaire des pays du franc CFA par rapport à la France. Deuxième chose, le Bitcoin, à cause que si on adopte le Bitcoin et qu'on fait donc les transactions internationales en Bitcoin, eh bien vous voyez qu'on n'a plus de réserves, on n'a plus de dépôts qui se font à l'extérieur et ça multiplie les capacités d'investissement de nos pays. J'illustre très rapidement en passant. Le Mali en 2001, c'est 64 tonnes d'or exportées, ça fait à peu près 5 milliards d'euros, 3 280 milliards de francs CFA. Sauf que là-dedans, si vous prenez ce que je vous ai présenté au préalable, le Mali aurait touché au plus 750 millions d'euros. Or, le budget du Mali en 2022, c'est 2150 milliards de francs CFA. Si vous y ajoutez donc 3280 milliards, vous avez les capacités d'investissement du Mali qui sont multipliées par 3. C'est ça la situation de l'Afrique et c'est ça tout l'intérêt du Bitcoin pour l'Afrique. On va regarder tout cela, mais il y a quelque chose quand même pour nos administrations qui est important. Le Bitcoin, ça permet de mettre fin au détournement de fonds publics. Ça permet de créer la transparence totale. Ça permet en même temps de s'assurer qu'il n'y a plus de corruption. Et je crois que ça gangrène sérieusement nos États. Parce que la corruption, le détournement de fonds publics, ce n'est pas notre deuxième religion dans les zones du franc CFA, c'est la première. L'autre, c'est pour aller se confesser. Donc, je pense que l'autre élément, c'est que grâce au Bitcoin, nous pouvons contourner le FMI et la Banque mondiale. Désolé pour nos amis du FMI et la Banque mondiale, mais on en voit l'exemple avec le Volcano Bond que j'ai vu, sur lequel j'ai échangé longuement au Salvador le mois dernier. Ils viennent de compléter un Volcano Bond, un Bitcoin-backed asset
qui est l'équivalent de 1 milliard de dollars pour produire de l'énergie géothermique. C'est énorme. Nos pays pourraient le faire et ça permet d'éviter, donc le FMI et la Banque mondiale, avec les conditionnalités, avec le contrôle de nos affaires, les missions de revue du FMI, ce n'est pas pour faire une revue, c'est un huissier de justice qui s'assure que vous payez prioritairement ces dettes. C'est pour ça que ces missions sont là, mais on a trouvé un mot extrêmement gentil. L'une des recommandations maintenant, pour finir, c'est que le Bitcoin ne doit plus être vendu. C'est l'une des recommandations d'Adopting Bitcoin, d'ailleurs, au Salvador en novembre dernier. Le Bitcoin doit devenir quelque chose que nous utilisons au quotidien. Et donc, on doit pouvoir le gagner. Et on doit pouvoir le gagner à travers les salaires. Si les États deviennent Bitcoiners, comme on en parlait au préalable, ça fait disparaître malheureusement les banques centrales et les banques commerciales. Mais l'État devient Bitcoiner, crée une trésorerie et irrigue le corps social avec les Bitcoins à travers le salaire, puisqu'on paye les gens avec le Bitcoin, qui est reçu soit dans un wallet public, au Salvador, un wallet public, le Kivo, ou dans des wallets privés, il y a par exemple Bitcoin Beach Wallet. Il y en a, et puis il y en a beaucoup d'autres, les Satoshi, etc. L'État peut donc faire accéder le maximum de gens à ces choses-là, en utilisant même pour ces wallets des technologies qui existent, comme celle du mobile money. Je ne sais pas quelle est la situation du mobile money au Sénégal, mais au Cameroun, on a 27 millions d'habitants, on a 20 millions de comptes de mobile money. Donc c'est quelque chose que tout le monde utilise, et en mettant le Bitcoin sur le USD layer, là, les ingénieurs savent de quoi je parle, c'est ça qu'on utilise pour les SMS. En gros, ça va permettre que tous ceux qui ont un téléphone puissent utiliser le Bitcoin, et on n'a pas besoin d'Internet, parce que ce qu'on oppose aux Africains généralement, c'est « ouais, mais il n'y a pas le taux de pénétration d'Internet ». Non, la technologie est beaucoup plus riche et fertile que ça, et les solutions sont là, il faut les utiliser. Donc, il faut qu'on gagne les Bitcoins de plus en plus, que nos États s'y engagent, et il faut que le Bitcoin sorte du trading pour devenir quelque chose qui permet de payer des salaires, qui permet aux gens de pouvoir travailler ensemble. Imaginez que seulement les pays du franc CFA aient des wallets, tout au moins tolèrent le Bitcoin, et que le commerce puisse se développer. Ça va permettre de développer le commerce entre nous. Le commerce intra-africain, c'est 16% du commerce africain, 68% en Europe, 59% en Asie, 31% en Amérique du Nord. Nous, on est à 16%. Ça permettrait qu'on fasse le commerce ensemble. Tout de suite, vous connaissez la ZLECAf. Ça rend la ZLECAf obsolète. Ça rend tout de suite même le système de paiement mis en place par Afreximbank totalement obsolète, parce qu'on a une plateforme qui permet aux Sénégalais de Dakar de commercer avec le Kenyan de Nairobi, aux Sud-Africains de Cape Town de commercer avec avec l'Algérien de Oran ou le Camerounais de Douala, et ça va aller très vite. À nous de trouver les solutions, à nous de contribuer techniquement pour que tout cela permette d'arriver à ramener l'Afrique au niveau où il est. Pour conclure, je dirais juste un mot. Il faut que nous fassions ce saut de grenouille. Nous devons le faire absolument, parce que le Bitcoin, croyez-moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous, et c'est quelque chose qui va nous permettre d'instaurer une nouvelle ère de prospérité, d'abondance, de justice et de paix qui est inconnue depuis l'Égypte antique que Cheikh Anta Diop nous a appris à connaître. Merci. Merci Antimba. Tu as abordé plusieurs sujets, notamment que le Bitcoin, c'est le résultat de 40 ans de recherche sur des domaines comme la cryptographie, sur les réseaux peer-to-peer, sur la monnaie électronique et sur bien d'autres domaines. Tu as parlé aussi de comment est-ce que nos États, au final, pourraient utiliser Bitcoin à leur avantage. Maintenant, il faut savoir que la plupart des gens qui sont là sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des cadres dans les entreprises, sont des étudiants qui aspirent à être cela dans quelques années. La question qu'on me pose souvent, c'est en tant qu'entrepreneur, pourquoi utiliser Bitcoin et pas le CFA? Parce que si j'utilise le CFA, le système il est déjà en place. C'est plus cher, mais Bitcoin, c'est pas sûr, je ne sais pas comment faire, etc. Donc ce changement de paradigme, on parle d'une monnaie, switcher vers une monnaie comme le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il devrait le faire? Donc je vous laisse une question ouverte. Alors, en fait, je pense que l'adoption de Bitcoin se fera d'abord surtout par les individus privés, parce que les États n'ont pas besoin de laisser leur contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui serait l'intérêt d'une personne lambda de Bitcoin? C'est aussi se rendre compte qu'on ne doit pas prendre pour certains la stabilité de nos monnaies. Donc,
il y a plein d'exemples, hein. Donc on n'est pas uniquement au Sénégal, mais un pays comme le Nigeria a eu beaucoup d'inflation. Beaucoup de pays au monde essaient d'acheter une monnaie globale. Avant Bitcoin, en Amérique du Sud, les gens utilisent uniquement le dollar dans beaucoup de pays. Maintenant, ils passent au Bitcoin parce qu'ils se rendent compte que quand tu achètes ce dollar-là, et la banque te dit, bon, je le garde et je vais l'échanger pour toi au taux normal, une fois qu'il y a beaucoup d'inflation, quand tu arrives à la banque, ils ne vont pas accepter de te donner ton argent avec le taux normal du marché. Ça, ils ont ce problème-là aussi au Nigeria. Donc, ce qui fait que tu es allé au Nigeria, même quand tu vas dans un village, tu as des personnes là qui ont point of sale service, celui où tu peux acheter le Bitcoin, parce que ça te permet d'avoir une monnaie qui ne peut pas être arrêtée. Donc ça, c'est un premier point. Donc, c'est les risques liés à l'inflation. Le deuxième point, c'est aussi voilà, donc la censure, comme Yamb l'a mentionné également. Certains pays essaient de lancer des monnaies digitales, mais dans des environnements où il peut y avoir beaucoup de corruption, où il y a de l'instabilité politique, ça peut être un outil de surveillance. Par exemple, si tu es un opposant politique, je ne pense pas que si tu es un opposant politique au Nigeria, tu dois faire confiance au INAIRA, auquel le gouvernement va avoir accès et voir toutes tes dépenses. Donc ça, c'est un autre point aussi. Enfin, je pense que pour une personne juste lambda, l'idée d'utiliser Bitcoin, ce n'est pas nécessairement sous forme d'investissement, mais plus d'utiliser le système de paiement où, au final, tu peux avoir ta monnaie locale, mais Bitcoin est utilisé comme la plateforme d'échange. Donc, il y a des entreprises qui essaient d'utiliser Bitcoin, qui font les changements en monnaie locale de façon instantanée. Il y a toujours des freins liés à la régulation, parce que si tu veux faire ce type d'opération, tu dois travailler avec les banques et aussi ce qui crée déjà des frais au-dessus. Donc je pense que pour les gens qui sont entrepreneurs, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de suivre ces avancées-là et de voir aussi comment ils peuvent aussi aider à résoudre les problèmes de comment transformer le plus de CFA, le plus de monnaie locale en Bitcoin. Voilà, donc c'est un peu... Merci Abdoulaye. Yam? Oui, je pense que le Bitcoin est une opportunité extrêmement intéressante pour les hommes d'affaires, particulièrement les PME de notre environnement du franc CFA, mais généralement en Afrique. Il y a le fait que, premièrement, vous gérez votre trésorerie, tous les frais. Je ne sais pas quels sont les frais qu'on paye pour un virement de banque à banque à l'intérieur du Sénégal. Mais au Cameroun, ça oscille, c'est pas très loin de 5 à 6%, ce qui est énorme pour une entreprise, pour une PME. Je ne sais pas exactement combien de jours ça fait pour virer de l'argent à son fournisseur à l'extérieur au Cameroun, au Sénégal, mais je sais que dans la zone... Pardon ? Entre 5 et 10 jours, ça atteint 21 jours en Afrique centrale. Donc en fait, le monde s'arrête, vous dormez, vous mangez bien, et puis vous vous réveillez, et on vous dit « Ah ouais, c'est arrivé enfin ». Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas en train de travailler. Donc, le Bitcoin, c'est instantané. Et ça vous épargne tous les frais énormes qui renforcent votre trésorerie, d'une part. D'autre part, vous faites du commerce sans avoir le sentiment étrange que le petit gars ou la petite dame qui est votre chargé de clientèle juge même de l'opportunité de ce que vous faites. En fait, c'est parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, vous allez à la banque, vous parlez au chargé de clientèle, mais vous avez l'impression que la personne est en train de dire, mais vous êtes fou là, on ne fait pas ça. En fait, c'est quelque chose de curieux. Or, avec le Bitcoin, vous prenez vos décisions. Attention, ça va avec beaucoup de responsabilités aussi. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit au conseil d'un conseiller clientèle, par exemple, et vous décidez vous-même, mais ça signifie que l'organisation même de votre entreprise est beaucoup plus inclusive.
Parce que si vous êtes un bon leader, vous allez vous assurer que tous les gens qui sont autour de vous participent à la prise de décision pour être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est tout ce que ce tiers de confiance la représentait que vous mettez de côté, mais ça crée une forte inclusion là où vous êtes. Donc pour les entreprises, ça peut être également une opportunité intéressante parce que dans les marchés publics, parce que je vous disais, l'État qui devient bitcoiner, qui n'a plus de banque centrale, mais qui va avoir une trésorerie, telle que par exemple l'État centrafricain le pense, une gestion de leur trésorerie, va inonder l'écosystème économique par les salaires et par la commande publique. Donc, ils vont payer en bitcoin, et lorsque l'État paye en bitcoin, naturellement, vous n'avez plus tous les frais que la banque va prendre parce que l'État vous paye à la banque prélève ce qu'elle a prélevé avant que vous ne touchiez finalement le net. Donc, vous toucherez directement ou presque instantanément et globalement ce que l'État vous vire dans le cadre du paiement de ces prestations de commande publique. Et ça permet en 2 secondes d'interpeller nos États. La commande publique, c'est grâce à elle que l'Amérique s'est reconstruite après 1929. La commande publique, c'est grâce à elle que les États européens se sont construits à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Le plan Marshall n'a été que ça après la Deuxième Guerre mondiale, la commande publique aux entreprises. Que nos États prennent sur eux, autant pour moi, prennent sur eux de faire de la commande publique le mode d'échange et de conversation privilégié avec les start-up, avec les PME et avec tous les opérateurs économiques locaux. Donc le Bitcoin, en réalité, va permettre que les PME se développent davantage parce qu'elles auront plus de trésorerie, elles auront moins de charges, mais elles auront beaucoup plus de responsabilités à exercer, et cela va améliorer d'ailleurs le leadership et la qualité des hommes. Le Bitcoin, c'est quelque chose de fantastique parce que ça va permettre, ne voyez pas ça seulement comme votre moyen de paiement, c'est beaucoup plus que ça, c'est tout un écosystème. Et c'est l'écosystème qui, moi, me fascine. Parce que si vous utilisez le Bitcoin dans votre entreprise, vous ne pouvez plus être le petit dictateur qui prend les décisions tout seul. Vous êtes obligé d'impliquer les autres. Et l'intelligence collective, je ne sais pas s'il y a quelque chose au-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Abdoulaye. Comme vous pouvez le voir, le programme a été un peu bousculé. Donc, je vais vous laisser dire un dernier mot. Après, on va prendre une pause d'une 15aine de minutes. On va reprendre ici avec une présentation de M. Massambessi qui va nous parler de l'état de la réglementation du Bitcoin dans le monde. Et juste en haut, dans la salle qu'on appelle aile droite, nous allons parler de Bitcoin. Je vais vous donner tout de suite, nous allons parler de Bitcoin versus finance traditionnelle versus FinTech avec Oumar Diallo. On a M. Sall et aussi avec Emmanuel Haro. Donc je vous laisse dire un dernier mot. Okay. Écoutez, ce que je peux dire, je formule un espoir en réalité. Ce qui m'a impressionné quand j'étais au Salvador, c'était de pouvoir payer mon repas en Bitcoin. C'était de pouvoir payer un t-shirt en Bitcoin. Et c'était, j'ai 2 petits-enfants et je voulais leur garder des souvenirs, de leur acheter des bijoux en Bitcoin. Pour quelqu'un qui était allé en Centrafrique en mai et qui a beaucoup d'espoir que ça va marcher, pour moi, c'était carrément une sorte de pèlerinage. Et je pense que nos États, nous n'avons pas nécessairement la même vision que les Occidentaux. Je discutais ce matin avec Élisée, et je lui disais, la perception, très souvent, quand on parle des libertés et de la vie privée, quand on en parle en Occident, on parle des individus. Quand on en parle en Afrique, on pose ça sur les États. Or, ce n'est pas les États. Nous avons, comme êtres humains, la même propension à rechercher la liberté, la même hargne à vouloir protéger notre vie privée et le même désir de vivre dans un monde libre et dans un monde où nous sommes respectés et où nous nous sentons en sécurité. Donc, nos États qui présentent une configuration plus autoritaire, mais pour ce qui est des pays où on utilise le franc CFA, qui sont des États coloniaux, c'est dommage de dire ça comme ça, mais c'est la vérité,
parce que dans la triptyque de la souveraineté, la monnaie, la justice et l'armée, la défense, nous avons peut-être de la défense et de la justice, mais il faut la monnaie pour que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, que quelqu'un d'autre contrôle la monnaie, ça veut dire que vous n'avez rien au fond. Donc nos États, techniquement, sur le plan de la science politique, ne sont pas des États libres. Il faudrait que nos États, que nous arrivions à créer nos propres États et à être des gens libres. Vous allez voir que si demain, nos États se mettent au même niveau que les aspirations des individus, pour le moment, nous n'aurions pas un autre paradigme que le paradigme du Bitcoin. Et pour ce que ça représente comme capacité d'investissement, que ça représente comme vecteur de paix, et pour ce que ça représente comme capacité de réconciliation avec ceux qui hier ont été nos bourreaux, eh bien, je crois que le Bitcoin est un outil de paix mondiale que nous devons tous adopter et dont nous devons promouvoir l'adoption partout où nous sommes. Merci. Ouais, bon, pour conclure, je voulais juste terminer par remercier Nourou et toute l'équipe et dire ce qui m'a motivé à participer à cette conférence, c'est aussi qu'on a besoin de deux choses. La première, c'est que, bon, quand j'entends les gens parler de Bitcoin, ou généralement même de crypto-monnaie au Sénégal, souvent, on entendait l'histoire de personnes qui se sont fait arnaquer dans les schémas de Ponzi. Donc c'est très important ce que Nourou et d'autres personnes ici font. Et dans les jours à venir aussi, demain, il y aura des séances pour un peu clarifier ça, que vraiment, que Bitcoin, c'est quelque chose de différent et que c'est quelque chose que vous contrôlez vous-même. Donc vraiment, c'est des choses à continuer. Le deuxième point aussi, c'est au-delà de ce que les gens individuellement feront, il y aura des personnes comme Yamb ici et d'autres personnes dans la salle qui travaillent beaucoup à ce que les institutions, les banques centrales et autres comprennent l'apport qu'ils peuvent avoir avec Bitcoin. Donc en termes d'indépendance, les banques centrales peuvent avoir certaines réserves en Bitcoin, par exemple, pour éviter la censure dans certains pays. Comme on voit aussi, les sanctions sont... Donc voilà, donc c'est un peu des efforts que des gens comme Yamb et d'autres personnes aussi continuent, je pense, ici à faire, et je remercie Salusa. Voilà, donc merci. Merci beaucoup, Abdullah. Merci beaucoup. Merci de les applaudir très fort.